Et c'est parti pour un autre vlog où on vous parle des stocks chez les concessionnaires, principalement de véhicules électriques. Donc on en a fait quelques-uns la semaine dernière, puis aujourd'hui on va faire Hyundai, Volkswagen, Honda et Stellantis. Puis on poursuivra peut-être avec un autre vlog par la suite. Donc qu'est-ce qu'on retrouve chez Hyundai? Bon, on commence, on va voir un Kona ici, un Ioniq 5, probablement un Tucson, un autre Kona EV peut-être usagé, Kona, Tucson. Il y a aussi, bien sûr, donc quand même une petite sélection, mais vous savez que ce qui m'intéresse, c'est toujours de voir ce qu'il y a au fond de la cour. Donc, ce qui ne bouge pas beaucoup, ce qu'on a avec beaucoup de volume. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Comme vous voyez, nous avons Tucson, 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 Tucson. Donc, beaucoup de ces Tucson, tous de la même couleur. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, un spécial sur la peinture grise-bleue? C'est des véhicules qui viennent d'entrer en inventaire, puis bon, peut-être qu'on a une promo sur les Tucson en ce moment, mais ça serait aussi possible que c'est une commande gouvernementale, mais c'est très, très rare que je vois des Tucson là, qui font partie là, de la gestion de nos équipements roulants au Québec. Donc, un peu plus surprenant. Fait que beaucoup de stock sur les Tucson thermiques. Et puis, on continue. D'autres Tucson. Et puis, bien sûr, du Kona. Donc, Kona EV, Kona EV, Kona EV. Un Kona ici qui n'est probablement pas EV. Puis un autre électrique et un autre électrique. Et puis, on a du Ioniq 6 ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur Hyundai? Moi, je dirais que ce qu'on remarque aujourd'hui, surtout, c'est la présence de ces Tucson et des Kona EV, puis un peu de Ioniq 6. Donc, Ioniq 6, hein, pas un véhicule pour lequel la demande est la plus élevée. Ça reste là une voiture un peu plus niche. Oui, on compétitionne la Tesla Model 3. On va chercher beaucoup d'autonomie dans les modèles 2 roues motrices. Donc, un peu d'inventaire de ça. Kona EV, ben moi je pense que c'est un véhicule, puis je l'avais prédit, là, qui est de moins en moins compétitif, alors que la disponibilité pour le Ioniq 5 a augmenté dans la dernière année, les 2 dernières années. Donc c'est un véhicule là, qui est moins compétitif qu'il ne l'était. Des Tucson, ben veut pas, on pousse beaucoup de VUS compact thermique. Je m'attends à ce qu'on trouve un peu la même chose un peu partout. Peut-être moins chez Toyota parce qu'il y a toujours des problèmes d'approvisionnement sur le RAV4. La demande dépasse toujours l'offre. Mais donc, ça fait un peu le tour pour Hyundai, peu de Ioniq 5. Donc oui, j'ai dit que maintenant, il y a plus d'offres là, sur ce véhicule-là. Mais reste que tout de même, ça reste un véhicule qui est assez en demande. Donc, pas vu vraiment de palissade non plus. Donc là, ça vous donne un peu une idée. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un Santa Fe, mais ce n'est pas n'importe quel Santa Fe, c'est le Santa Fe que je conduis pour la semaine. Donc, j'ai la chance d'avoir un de ces Santa Fe hybrides 2025 là, qui nous est fourni par Hyundai Canada. Donc, je me suis dit qu'on commencerait par Hyundai pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis, je vais vous donner mes impressions de conduite sur le Santa Fe 2025 vers la fin de l'épisode. Comme on a fait une revue complète l'année dernière, on va y aller peut-être un peu plus freestyle cette fois-ci. Donc, je vous dis tout sur ce véhicule-là à la fin de l'épisode. On arrive là chez Volkswagen. Je vais prendre un moment pour vous parler là, de mes fameuses lunettes d'influenceur. Alexandre m'a fait, disons, une petite craque là, par rapport à ça récemment. Bien, ça, c'est des lunettes, ou la paire originale plutôt, c'était des lunettes que quelqu'un m'avait données après les avoir trouvées là, sur une plage. Puis, je les ai perdues. Fait que j'ai racheté une paire de vraies lunettes aux clés qui m'a coûté beaucoup plus cher que je suis prêt à mettre sur une paire de lunettes, juste pour vous, mes auditeurs, pour maintenir le personnage. Fait que si vous trouvez qu'on fait des efforts pour vous, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo. Ça aide vraiment, puis ça nous aide à produire du contenu de qualité. Fait que merci à tout le monde. Je vais aussi mettre un petit lien là, affilié dans la description là, si vous voulez en acheter une paire identique sur Amazon. On poursuit avec Volkswagen. Donc, on va ici démarrer au fond de la cour. Qu'est-ce qu'on voit? Du Atlas, du Taos. On a ici une superbe Golf R. Hein? Donc, la Golf n'est disponible qu'en version R et GTI depuis quelques années. Au Canada, on a aussi du Taos, de la Jetta,
de la Jetta, et plus de Jetta et de Taos. Donc, ça vous donne quand même une idée, là, puis c'est ça à quoi on s'attend, puisqu'on voit aussi chez d'autres constructeurs, en ce moment, on pousse beaucoup là, les véhicules thermiques un peu plus abordables. Taos ici chez Volkswagen, la Jetta. Donc, ce sont ça, là. C'est ça plutôt que les gens recherchent beaucoup parce que, bon, on vit dans un monde où tout coûte plus cher. Le prix des véhicules en général a beaucoup monté. Donc, on essaie de pousser une offre dans ce qui est le plus abordable. Mais nous avons aussi des ID4 en inventaire. Personnellement, j'ai complètement arrêté là, de suivre la saga des ID4. Je ne sais même pas si on le doit d'en vendre ou pas d'en vendre. C'est plus un véhicule dont on parle beaucoup parce que vous nous en demandez relativement peu dessus. Je sais qu'il y a des controverses, recours collectif ou je ne sais quoi. Là. JE prépare un reportage dessus. Bref, la saga des ID4 se poursuit. Mais là, je viens de voir quelque chose d'intéressant que je veux vous montrer. Donc, le fameux ID Buzz. Donc, celui-ci, là, il y a un lettrage là, du concessionnaire, mais ce n'est pas nécessairement ce qui nous intéresse, qui dit que vous pouvez l'essayer. Donc, voilà le ID Buzz qui nous est arrivé en Amérique du Nord seulement dans une version longue empattement à grande autonomie. Donc, véhicule au look très, très cool, mais le prix, est-ce qu'il justifie là, ce véhicule-là? Moi, je trouve que c'est un peu trop cher, mais c'est vrai que si on compare à, par exemple, là, un Kia EV9 bien équipé, c'est vrai que ça finit par se ressembler un peu en termes de prix. Si on poursuit là, sur Volkswagen, le fait qu'on se soit limité en ce moment en Amérique du Nord avec le ID4 et tous les problèmes là, qui viennent avec, puis le ID Buzz qui est condamné à être un véhicule là, de niche qui ne sera jamais vendu à très grand volume, ça me donne un peu l'impression qu'on a abandonné. C'est un peu comme chez Ford. Donc, Ford vend le Mach-E, Ford vend le Lightning, on en a déjà parlé, mais ils n'ont pas lancé de nouveaux modèles depuis. Oui, le ID Buzz, c'est un peu plus récent, mais ça reste un véhicule tellement niche que, essentiellement, Volkswagen, c'est une entreprise à un véhicule électrique. Puis en Amérique du Nord, ça donne l'impression que c'est un véhicule un peu d'homologation. On veut faire nos quotas et puis on s'arrête là et on ne va pas plus loin. Donc, c'est quand même là, un peu décevant. Donc, chez Volkswagen aussi, un peu comme chez Hyundai, en ce moment, j'ai l'impression qu'on pousse du thermique un peu plus abordable. Les VUS compacts et sous-compacts ont la cote en ce moment. D'ailleurs, on se promène dans un VUS compact, le Santa Fe qui n'est pas si compact que ça aujourd'hui. Donc, ça fait le tour pour Volkswagen. On va aller chez un autre constructeur maintenant. Pendant qu'on se dirige vers notre prochaine destination, je voulais revenir un peu sur ce que j'ai mentionné chez Volkswagen, là, comme quoi j'avais le sentiment qu'ils ont abandonné. Il faut quand même que je fasse attention à ça, parce que Volkswagen, ça demeure là, un des constructeurs qui, initialement, là, avait de très grandes ambitions pour l'électrification. Et c'est vrai que dans d'autres marchés, ils ont plus de modèles que ce qui est offert en Amérique du Nord. Ceci étant dit, ce que je perçois dans le marché, c'est qu'on a beaucoup de constructeurs, ou plusieurs de ces constructeurs-là historiques, qui nous ont promis là, des gammes complètes de véhicules électriques ou qui laissaient entrevoir là, une électrification large de leur gamme et qui ont fini par prendre une pause. Et je vois personnellement là, deux types de constructeurs historiques. Donc, on a ceux comme Volkswagen et Ford qui se sont arrêtés avec une offre assez limitée et d'autres qui soit ont développé une gamme étendue ou poursuivent l'électrification de leur gamme. Et de ce côté-là, nous avons GM ainsi que Kia Hyundai là, que je regroupe toujours ensemble parce que même si leurs offres sont plus différenciées que par le passé, il reste là, quand même que ce sont des constructeurs qui sont très liés l'un à l'autre. Donc, chez Kia et chez Hyundai, on poursuit l'électrification de l'offre. On lance le Ioniq 9, il y a la EV3, le EV5, la Kia EV4 là, qui s'en viennent. Donc, on a toute une gamme où disons que la gamme s'étend. Il y a certains modèles qu'on n'a pas là, dans l'électrique, c'est bien correct, mais on commence à avoir une gamme plus étoffée. Chez GM, stratégie un peu différente. Là, on a lancé beaucoup de modèles, on est arrivé un peu plus sur le tard, donc moins progressivement. Oui, il y avait la Bolt, mais
la Bolt était seule pendant un temps, puis là, on a le Equinox, le Chevrolet Blazer, écoutez, il y a le Cadillac IQ, les camionnettes, il y a plein de modèles Cadillac qui sont disponibles en électrique. Alors, pas grand-chose chez Buick en électrique, mais bref, on a quand même une gamme plus étoffée, puis on est peut-être un peu plus près à ce qui s'en vient, parce qu'Alexandre et moi, on vous a toujours prédit que 2027-2028, ça serait comme le point d'inflexion où est-ce qu'avoir un véhicule électrique non subventionné deviendrait plus économiquement viable que d'avoir un véhicule thermique. Il y a toutes sortes de choses qui changent dans le monde, la politique, le contexte et tout, et tout, et tout. Puis là, les subventions ont diminué, puis ça met un peu à mal les ventes de véhicules électriques, mais ça ne change rien à la vague de fonds qui s'en vient sur la production de batteries, entre autres, là, qui va être amenée à exploser. Puis même s'il y a des projets qui sont abandonnés ou ralentis, regardez, la réalité, c'est que le prix des packs diminue. Même dans ce qu'on appelle le grid storage, l'installation d'infrastructures pour emmagasiner de l'énergie sur le réseau électrique, les prix diminuent. On a vu des soumissions récemment pour un projet énorme en Chine à 53$ US le kilowattheure, il ne faut pas se mélanger, installé. Donc, vraiment, là, le prix des packs de batterie diminue. On est capable aussi d'aller chercher des petites mises à jour, on va dire des petites améliorations incrémentales de l'autonomie, de la capacité de recharge rapide, ainsi qu'une diminution là aussi, encore une fois, incrémentale de la consommation d'énergie, ce qui permet d'augmenter l'autonomie et ainsi de suite. Maintenant, par exemple, les Tesla, donc les nouvelles générations de modèle Y et de modèle 3, n'ont pas une autonomie annoncée plus élevée en Amérique du Nord, mais font plus près de leur autonomie annoncée. Donc, l'autonomie réelle se rapproche de l'autonomie annoncée. On n'a juste pas réhomologué les voitures. Moi, je pense qu'on va arriver au point d'ici quelques années, puis ça va arriver plus rapidement qu'on le pense, où les véhicules électriques, la performance, le prix vont être au rendez-vous. Ça va dépasser les véhicules thermiques. Et les constructeurs qui n'auront pas une gamme compétitive à ce moment-là seront pris les culottes baissées. Hein? C'est comme on dit, quand on est dans une rivière puis que l'eau baisse, c'est là qu'on voit les roches qui dépassent, les petits problèmes. Mais moi, je pense que quand ça va arriver, ça va arriver. Puis bien sûr, en interdisant, là, ou plutôt en surtaxant à 100% l'importation de véhicules électriques chinois, on repousse un peu là, cette réalité-là en Amérique du Nord. Mais pour moi, c'est inévitable que les véhicules électriques vont devenir plus compétitifs. Et puis là, les choix que font les constructeurs aujourd'hui influenceront leur performance future. Et d'ailleurs, là, ça va nous amener chez le prochain constructeur qu'on visite. Pour la suite de notre vlog, je me suis rendu chez un concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram qui a fait le frais des médias là, dans les derniers mois parce qu'il a fermé. Donc, mon sujet, là, c'est pas celui de cette concession-là, mais c'est plus cette idée-là en général que je mentionnais là, dans la section précédente, où c'est quand que ça commence à aller moins bien qu'on voit qui est pris les culottes baissées. Et je vais utiliser un peu l'exemple de cette concession-là pour passer mon point. Donc, Stellantis a une offre qui est relativement peu compétitive. Oui, leur pain et leur beurre, ça a été pendant des décennies ou des années le Ram ainsi que le Jeep Wrangler, les Jeep Grand Cherokee. Puis là, on se retrouve dans un point où est-ce que le Ram 1500, il n'y a plus de V8 qui est offert. Donc, les gens qui aimaient ce véhicule-là, peut-être le délaissent, ne croient pas la fiabilité du moteur Hurricane. Le Jeep Wrangler, c'est rendu quoi? 70 000 $ pour bien des modèles. Ensuite, le Jeep Grand Cherokee, beaucoup peut-être de problèmes anticipés. Là, c'est vraiment comme plus un véhicule là, qui est entré là, dans disons, le monde de Fiat, alors que la génération précédente découlait un peu là, du partenariat avec Mercedes là, qu'on avait. Et puis là, quand on additionne toutes ces choses-là, tous ces véhicules-là qui étaient à fort volume, qui produisaient beaucoup d'argent, de profit pour Stellantis, qui aujourd'hui sont plus coûteux, moins compétitifs aussi dans leur offre, on se retrouve avec des concessions, celles peut-être qui avaient les, je sais pas, là, parce que ça a passé dans les médias, puis je ne suis pas un journaliste d'enquête, mais peut-être ceux qui avaient les pratiques les plus problématiques ou qui étaient le plus à risque vont finir là, par fermer malheureusement à cause de ça.
est-ce que la fermeture de cette concession Chrysler Jeep Dodge Ram est un prélude à une future peut-être fermeture ou restructuration de Stellantis? C'est possible parce qu'il y avait des bonnes choses là, quand même chez Stellantis. Les véhicules 4XE, bien que moi je suis assez sceptique là, du choix du moteur Tiger Shark 2.4 litres turbo pour mettre là-dedans, je pense qu'on aurait dû mettre simplement une version assez Atkinson du 3.6 ou quelque chose comme ça. Ça aurait fait mieux le travail, ça aurait été plus économique. Bien, on avait quand même là, des choses intéressantes. On voyait qu'ils voulaient pousser l'électrification, mais là, après ça, on lance des trucs comme le Dodge Hornet. Tout le monde s'en fout. La Charger Daytona aussi en version électrique qui était offerte à 20 000 $ de rabais à l'instant qu'elle est sortie de la ligne de production. La première, ça mène un peu à ça. Et donc, je présume qu'il y a certains concessionnaires, si leurs finances étaient à risque ou des choses comme ça, qui peuvent voir là, leur marge de profit diminuer avant de voir des constructeurs fermer ou se restructurer. On va peut-être voir des concessions là, comme celle-ci qui vont tomber plus en difficulté. Si on était dans une cour de concessionnaires avec des véhicules, on trouverait probablement beaucoup de Ram, de Jeep Wrangler, de Dodge Hornet, tous ces véhicules-là sur lesquels Stellantis a misé. Mais aujourd'hui, ça devient quand même un peu plus difficile. Pendant qu'on se dirige vers une concession Honda, je veux revenir peut-être un peu plus à tête reposée sur ce que j'ai dit chez Stellantis. Donc, oui, ça va amener là, probablement à des fermetures de concessionnaires. Puis là, on a juste comme un exemple extrême, là, situation particulière, mais si la prédiction qu'Alexandre et moi on fait sur les grands constructeurs, que ça va les amener à ceux qui n'auront pas une bonne stratégie d'électrification, à se restructurer, à vivre des problématiques et tout, ben ça va nécessairement amener des pertes d'emploi, que ce soit du point de vue là, de la fabrication des véhicules ou la vente et le service et l'entretien, toutes ces choses-là. Puis c'est vraiment dommage. Là. Fait qu'il faut quand même juste rajouter un peu la dimension humaine là, aux propos qu'on tient sur l'aspect commercial et technique des véhicules. Fait que c'est un changement profond là, dans les produits. Il y a d'autres aspects. Comment on vend ces véhicules-là, c'est différent. Donc, le modèle d'affaires pour vendre les véhicules ou les louer, il change aussi. Par exemple, chez Tesla, puis là, je ne dis pas que ce que Tesla fait, c'est mieux, mais ils misent sur une expérience de vente qui clairement leur permet de réduire leurs coûts et donc, intrinsèquement, d'être potentiellement plus compétitifs, alors que chez d'autres constructeurs, on a une expérience de vente plus traditionnelle, et puis ça fait que ça leur coûte plus cher et donc ils sont peut-être moins compétitifs. Fait que d'autres de ces aspects-là, éventuellement, chez Tesla, Austin au Texas, vous pourriez avoir votre voiture qui se livre d'elle-même. Donc, sans même avoir besoin de vous rendre en concession, sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui vous rend les clés ou qui les dépose dans la voiture va se conduire d'elle-même jusqu'à vous. Fait qu'il y a un changement aussi sur comment on vend les voitures. Puis d'autres changements de modèle d'affaires. Peut-être qu'il y a des aspects des véhicules qu'on va tenter de monétiser. Hein? Donc, on a toujours entendu parler là, des fameux sièges chauffants par abonnement dans BMW. Je ne sais même pas si ça existe pour vrai ou si ça existait en Amérique du Nord, si c'est juste un mythe. Notre Mitsubishi Outlander PHEV, après 2 ans ou 3 ans, là, les services connectés avec l'application ne fonctionneront plus. Il va falloir payer 300 $ par année. Ça inclut l'assistance routière, mais on a déjà l'assistance routière pendant 10 ans, fait que ça fait comme aucun sens. Bref, il y a des changements aussi à comment les véhicules sont vendus. Puis fondamentalement aussi, il y a un changement profond en comment les véhicules sont construits. Je ne parle pas de qu'est-ce qui constitue le véhicule, mais le manufacturing, donc vraiment là, la fabrication du véhicule, comment on l'assemble, les matériaux qu'on choisit, les méthodes qu'on choisit. Tout ça, c'est indépendant ou fondamentalement là, peu connecté avec la nature électrique des véhicules. C'est juste que on veut, encore une fois, pouvoir produire les voitures pour moins cher, être plus efficace, réduire les coûts,
Puis on pourrait appliquer ces méthodes-là à des véhicules thermiques et certains constructeurs le font, mais généralement, ils vont profiter là, du changement de génération vers les électriques, le développement des nouvelles plateformes pour être capable d'opérer ces changements-là aux méthodes de fabrication des véhicules. Puis c'est là le nerf de la guerre. Fait que si un constructeur essaye de pousser, disons, son offre plus historique, puis de maintenir des modèles existants sans trop les changer, ils ne vont pas nécessairement bénéficier de ces avantages-là au niveau du coût, même si c'est sur des modèles thermiques, que les autres constructeurs vont avoir et dont ils vont bénéficier. Puis c'est là que ça devient comme un peu problématique, c'est que si on accumule une dette au niveau du modèle d'affaires, au niveau de la technologie dans les véhicules, puis de leur coût de fabrication, on pourrait se retrouver avec plus de cours de concessionnaires complètement vides. On arrive maintenant chez un concessionnaire Honda. Donc, je ne vais pas m'aventurer à faire des prédictions parce que, évidemment, j'ai vu ce qu'il y avait dans la cour. Mais le trend qu'on a vu, la tendance que nous avons vue aujourd'hui, c'est celle des véhicules thermiques un peu plus abordables. À part chez Hyundai, pas tant d'inventaire que ça de véhicules électriques. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez Honda? On retrouve du Pilote, du CR-V, du HR-V. Donc ici, un Prologue. Donc on va aller le voir. Est-ce que nous avons là un fameux window sticker dans ce véhicule-là? Et oui, nous en avons un. Donc, prix total, 67 000 $. Prix donc, détail de suggéré par le fabricant, de 65 000 $. C'est un modèle EXL, donc assez bien équipé. Le Prologue, pas si populaire que ça au Québec. Moi, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Je l'ai essayé. Je l'adorais. Je trouvais que c'était peut-être un véhicule un peu plus accompli, où j'avais bien apprécié là, par rapport à l'offre chez GM. Mais on n'en verra pas tant que ça aujourd'hui. Et on a des passeports Trail Sport, donc version là, un peu plus hors route, avec les racks sur le toit. On va aller le voir à l'avant. Puis on va aller voir aussi combien ça coûte ces véhicules-là. Donc, les étiquettes sont disparues, mais bref, on voit là que nous avons là, des crochets de remorquage orange pour vraiment là, assurer la nature hors route des véhicules. Et puis, si on poursuit, on a du CR-V, de la Civic, probablement trop cher. Allons voir d'ailleurs combien coûte cette Civic Sport. Si 34 000 $, ben oui, c'est ça. Hein? Le prix d'une Civic aujourd'hui, c'est dans les 35 000 $. Une Accord Touring, ici, 45 000 $. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Un HR-V, 41 000 $, quand même assez dispendieux. On voit, hein? 9,5 litres au 100 en ville, 7,8 litres au 100 sur l'autoroute. Donc vraiment, là, chez Honda, le HR-V, parce que là, il y en a beaucoup, là, si vous regardez là, derrière moi, on a toute une rangée de HR-V. C'est vraiment le véhicule sur lequel on mise en ce moment. Donc VUS, sous-compact, thermique, relativement abordable. Là, je me sens de guillemets parce qu'on parle quand même des véhicules qui atteignent facilement les 40 000 $. Mais c'est là-dessus qu'on mise. Mais le défaut du HR-V, c'est qu'il n'est pas très économique, en fait. Donc, on a la mécanique de la Civic, mais non hybride. Puis là, on se retrouve avec ça du 9,5 litres au 100 en ville, alors que, disons, un RAV4 hybride ou un CHR, pas un CHR, excusez-moi, là, un Corolla Cross pourrait être beaucoup plus économique que ça. Donc, quand même assez là, décevant au niveau de la consommation du HR-V. C'est d'ailleurs un véhicule qui est un pied, donc 30 cm plus long que la génération précédente, mais avec moins de volume intérieur parce qu'on utilise la plateforme de la Civic plutôt que celle de la Fit là, qui avait les fameux Magic Seat. Donc, moi, je trouve que le HR-V, c'est un véhicule qui est, comment dire, il y a un certain succès de vente, là, fait que mon opinion, c'est juste mon opinion, mais je trouve ça un peu décevant là, au niveau là, des choix technologiques, choix de plateforme, choix de motorisation que Honda a fait. Mais que voulez-vous?
ils en vendent. Comme promis, on va conclure l'épisode avec une revue là, en mode un peu vlog du Santa Fe que j'ai eu la chance de conduire cette semaine. Donc, je vous dis tout ce que j'en pense. D'abord, le look est un peu polarisant. Donc, assez carré, peut-être un peu inspiré là, du Land Rover Defender, ce Santa Fe. Moi, personnellement, j'aime pas trop là, les trappes de ventilation à l'avant qui se referment. Je trouve que c'est pas superbement bien intégré. Peut-être que s'il avait été caché derrière une grille, ça aurait été un peu mieux. On a quand même un véhicule là, qui a un format assez gros. Donc là, si on regarde la voiture, vous voyez là, derrière le pilier, il y a quand même une vitre là, de bonne dimension, beaucoup de volume. Et c'est d'ailleurs l'un des fameux party tricks du Santa Fe, si on peut dire. Donc le Santa Fe a ce coffre qui couvre toute la largeur du véhicule, ou plutôt la porte couvre toute la largeur pour avoir une très grande ouverture. Si on entre à l'intérieur, excellent volume de coffre, seuil de chargement qui est assez bas. Bon, ici, on a là, des menus objets, la troisième rangée qui ne servira pas à grand-chose. Et puis, on a quand même là, un intérieur qui est de bon goût. Si on relève la troisième rangée, ben alors là, ça vous donne là, un coffre assez petit. On peut quand même, disons, mettre des sacs d'épicerie sur le côté ici, ce que certains véhicules n'offrent pas. On ferme notre coffre. On va aller faire un tour à l'arrière. Donc, on a là, des sièges ici, probablement en cuir synthétique. Quand même beaucoup d'espace pour les jambes. Un bon appui-bras avec les gobelets. Donc, assez d'espace là pour toute la famille. On a bien sûr nos ancrages ISOFIX pour les sièges de bébé. D'ailleurs, je ne parle pas souvent de sièges de bébé, mais maintenant que je suis papa, j'en ai à installer dans les véhicules. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, dites-moi là dans les commentaires. Et puis, on va aller là, à la place conducteur. On va démarrer le véhicule. Et puis, vous voyez quand même 6,8 litres au 100 cette semaine. J'ai fait 90 km en 3 jours, là, pas tant de distance que ça. Puis, on a encore 783 km d'autonomie. Donc, si on fait un petit calcul rapide, là, dans les 870 km d'autonomie totale pour un véhicule thermique, même hybride, c'est quand même relativement impressionnant. Quand on tombe dans ces eaux-là là, de 800, 900, 1000 km d'autonomie, c'est assez rare 1000, là, mais 800, 900 km, là, vraiment impressionnant. Ça permet par exemple de faire un long trajet, un aller-retour Québec-Montréal ou l'inverse, avec des déplacements, des activités dans la ville où on se rend. Donc ça, c'est quand même assez bien. Au niveau du système d'infodivertissement maintenant, c'est la même chose qu'on retrouve dans beaucoup de Kia ainsi que de modèles Hyundai. Donc, super bien intégré. L'intégration CarPlay, là, ça fonctionne aussi super bien. Le système est très rapide là, à répondre. Donc ça, je trouve ça très, très bien. On a des boutons physiques pour la ventilation. Donc ça aussi, c'est bien. Des modes de terrain. Là, donc on a ici là, Eco. En fait, non, terrain, regardez. Snow, Sand, Mud. Donc probablement que vous allez vous déplacer plutôt sur le tarmac. Mais on a Eco Sport et on peut avoir un mode aussi là, qui est programmé. Sinon, quoi dire? Ici, là, 2 espaces de recharge. Désolé, toutes mes choses traînent. Là, on est en mode vlog. Là, généralement, on prend plein de temps pour tout cacher, mais on essaie de vous donner là, du contenu le plus authentique possible. Donc, vous voyez mon téléphone ici. Je filme avec ma Action Cam là, DJI. Donc, 2 chargeurs intelligents pour les téléphones, super appréciés parce qu'on est souvent à 2 dans la voiture. Et ça rend les choses beaucoup plus simples. Personne ne se bat pour le fil de recharge parce que son téléphone ne peut pas charger. Sur le chargeur à induction, on a ici, petite patente Zigugus, là, un deuxième coffre à gants en plus du coffre à gants original. Donc, on peut placer des menus objets, peut-être aussi serrer son téléphone pour ne pas y toucher. Ça, c'est assez bien. Donc, ça conclut notre vlog /essai du Santa Fe là, 2025 dans sa version hybride, super économique, assez pratique. Je dirais la seule mise à jour que j'ai là, par rapport à l'année dernière, c'est vraiment au niveau de l'économie d'essence. La transmission, j'avais vraiment beaucoup apprécié l'année dernière, là, la nature, disons, transmission plus conventionnelle, double embrayage, 6 vitesses du Santa Fe par rapport au CVT. Mais j'ai conduit beaucoup de nouvelles voitures dans la dernière année depuis mon autre essai, puis je vais un peu mitiger mon commentaire. Oui, c'est mieux qu'un Toyota hybride.
mais ce n'est pas nécessairement au niveau de d'autres transmissions automatiques, donc où j'avais l'impression peut-être que le comportement il était un peu plus mou au niveau là, de la transmission, quoique je n'ai pas conduit en mode sport. Fait que ça conclut notre épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à Plus de Millage. C'est vraiment important. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Si vous voulez des lunettes comme les miennes, lien dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Notre meilleur vlog dans ce format-là l'année dernière avait été chercher plus de 1000 likes, plus de 100 000 vues. Donc, je vous mets au défi. Mettez un like, mettez-moi dans les commentaires quel concessionnaire, quel constructeur vous voulez voir. Puis tout ça, ça va amener plus de gens sur la vidéo qui vont écouter plus de millages, puis on va pouvoir faire plus de vidéos pour vous. Donc, merci d'être au rendez-vous à chaque semaine. On se dit à la prochaine.